Florian Lebeau, bonjour. Vous êtes chef du service patrimoine naturel et biodiversité à la région Bretagne. À vos côtés, Alice Noulin. Bonjour Alice. Bonjour. Donc, vous représentez la DREAL Bretagne. Vous êtes chef de la division biodiversité, géologie et paysage. À côté de moi, Sylvie Magnanon. Bonjour. Bonjour. Vous siégez au Césaire et vous êtes co-rapporteur d'une étude toute fraîche dont on va parler dans un instant qui aborde la biodiversité en Bretagne comme un enjeu sociétal. Ça tombe bien, ça nous intéresse. Et Olivier Musard, bonjour. Vous intervenez pour la direction régionale de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, en tant que chef du service appui aux acteurs et mobilisation des territoires. Et puis à côté de moi, Leïla Avar. Bonjour Leïla. Leïla qui est avec moi pour co-animer cette séance de questions-réponses. On ne sera pas trop de deux. Merci d'être là, Leïla. Leïla est un des visages de l'Agence bretonne de la biodiversité. Tu animes les réseaux de l'ABB, on peut dire ça comme ça. Oui, très bien. Alors pour que ce temps participatif soit à peu près structuré et pour éviter la cacophonie de dizaines de questions qui partiraient dans tous les sens, on va essayer d'avoir une démarche en deux temps. Alors, premier temps, pour vous, il va s'agir d'abord de sélectionner les thèmes sur lesquels vont porter vos questions. Sur votre écran klaxoon, vous allez voir apparaître maintenant 6 propositions de thèmes que vous allez pouvoir classer de la plus importante pour vous à la moins importante. C'est très simple, hein, vous cliquez sur les petits rectangles et puis vous les faites glisser vers le haut ou vers le bas. Vous avez 2-3 minutes pour voter pour les thèmes qui vous paraissent prioritaires. Et puis pendant que vous votez, moi je vais poser quelques questions à Sylvie Magnanon sur cette étude que j'évoquais à l'instant, étude du Césaire, dont vous êtes la co-rapporteure. Peut-être qu'on peut rappeler d'abord ce qu'est le Césaire, qui n'est pas forcément connu. Qui on trouve dans ce Césaire ? Alors, le Césaire, c'est une assemblée consultative régionale qui réunit 120 membres représentant la société civile organisée. Donc ça va des syndicats de salariés aux syndicats de patronat, les associations environnementales, sociales, culturelles, les parents d'élèves. Enfin, voilà, il y a énormément de gens, donc 120 membres répartis en 4 collèges. Et le Césaire, en fait, son but, c'est d'éclairer les politiques publiques régionales, quelles qu'elles soient. Donc pour cela, il émet des avis, en fait, à la demande souvent du Conseil régional, des avis sur des textes stratégiques, par exemple. Et puis il réalise des études aussi sur des sujets qu'il choisit. Et là, notamment, donc, cette étude sur la biodiversité en Bretagne qui vient de sortir. Alors on peut se dire, des études sur la biodiversité en Bretagne, il y en a déjà beaucoup, des très pointus, des très spécifiques. Là, quelle est la particularité de cette étude ? Je n'ai pas donné son nom, d'ailleurs elle s'intitule « Biodiversité et société en Bretagne, cultivons les interactions ». Je pense que vous allez pouvoir la télécharger en cliquant sur un lien qui va sûrement apparaître à un moment ou à un autre sur le fil klaxoon. Quelle particularité pour cette étude ? La particularité de cette étude, c'est justement qu'elle apporte un regard différent, un regard sociétal sur cet enjeu, du fait de la constitution du Césaire. Le Césaire donc, réunit, comme je disais, des personnes ayant des intérêts, des horizons très différents. Et donc, la particularité du Césaire et donc de cette étude, c'est d'essayer de trouver un regard consensuel sur les sujets qui sont débattus. Donc cette étude-là réunit en fait un regard, trouve le point d'équilibre en fait entre tous ces acteurs avec leurs intérêts très différents, le point d'équilibre donc sur ce sujet en particulier. Donc elle amène une vision un peu consensuelle de la société bretonne sur ce sujet qui finalement, on le voit avec cette étude, peut rassembler, alors que bien souvent la biodiversité est considérée comme un sujet plutôt clivant. Oui, c'est plutôt rassurant, parce que là, certes, on a un petit microcosme représentatif, mais si ça marche là, peut-être que ça peut marcher à une échelle un peu plus large. Alors, vous avez normalement eu suffisamment de temps pour classer vos thèmes prioritaires pour la discussion qui va suivre. Maud va sûrement clore le sondage et on va voir les résultats s'afficher. Désolée si des personnes n'ont pas eu le temps de voter, mais l'idée, c'est de dégager 3 thèmes prioritaires pour avoir des questions quand même un peu ciblées pour les intervenants et intervenantes. Alors, est-ce qu'on peut voir ces résultats s'afficher à l'écran ?
Oui, parfait. C'est très, très lisible d'ici. Est-ce que vous arrivez tous à voir l'écran? Donc le thème jugé la prioritaire pour la discussion, c'est financement des actions favorables à la biodiversité. Deuxième thème, l'éducation à l'environnement, l'éducation à et dans la nature. Et puis nous aurons un troisième thème, mer et littoral, de la terre à la mer. Merci pour ce classement. Ce que je vous propose maintenant pour vous qui nous suivez à distance, c'est qu'on ne va garder que les 3 premiers thèmes, vous l'aurez compris, ceux que je viens de citer. Vous pouvez dès maintenant, via Klaxoon, nous envoyer vos questions sur ces 3 thèmes. Je sais que c'est un peu frustrant, je sais que c'est un peu restrictif, mais c'est pour qu'on arrive à peu près à organiser cette séance de questions-réponses et qu'on ne parte pas complètement dans toutes les directions. Alors prenez quelques instants pour saisir vos premières questions. Leïla garde un œil sur le fil des questions. Sylvie Magnanon, peut-être une dernière question pour vous quand même. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, dans cette étude? Parce que vous connaissez bien ce thème de la biodiversité, on ne l'a pas précisé, mais c'est aussi quand même votre domaine d'origine à vous. Est-ce que vous avez appris quelque chose que vous ne saviez pas encore sur la biodiversité en Bretagne? J'ai surtout appris que, en fait, justement parce que je travaille dans ce domaine-là professionnellement depuis longtemps, qu'à force d'être entre soi, on finit par oublier que ce n'est pas une notion qui est très simple, la biodiversité. Et la commission avec laquelle on a travaillé est constituée de gens tous très intelligents, très cultivés, mais on a mis beaucoup de séances avant de comprendre, avant que chacun comprenne ce que c'est que la biodiversité. Il ne faut pas l'oublier, je pense que c'est un enjeu très important, c'est une notion très complexe. Ce n'est pas qu'un catalogue d'espèces, la biodiversité, c'est des interactions très compliquées, très complexes. Et moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est d'abord ça, qu'en fait, c'est une notion complexe. Et par contre, que quand on commence à la décortiquer, à la comprendre, à ce moment-là, ça devient une évidence que la biodiversité, c'est un enjeu vital pour tout le monde, en fait. Et c'est pour ça que, en fait, cette étude est intéressante dans le sens où une fois que les gens ont compris, les clivages habituels en fait explosent parce que chacun est convaincu qu'il faut faire quelque chose. Après, la question, c'est comment on peut faire. Mais voilà, là, on va rentrer dans le détail. Mais voilà, donc au départ, c'est une notion compliquée, il ne faut pas l'oublier. Et donc, ça veut dire qu'il faut vraiment passer du temps à comprendre. Et ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Parce qu'il faut aussi l'assimiler dans ses tripes, je dirais. Et on peut y venir par plusieurs approches finalement, qui qu'on soit. Ouais. Et chacun a une approche et un regard différent sur la biodiversité, qu'on soit chef d'entreprise, entrepreneur, citoyen, parent, etc. Chacun a son propre regard, ses propres valeurs. Et c'est important d'avoir vraiment ça en tête. On n'est pas tous des spécialistes de la biodiversité, loin de là. Et pour autant, c'est pas parce qu'on n'est pas spécialiste qu'on ne peut pas faire quelque chose. On va passer aux questions du public, continuer à nous envoyer. On va commencer par le financement, je pense. Question sur les financements. Donc, c'est vrai que pour financer les projets et les actions en faveur de la biodiversité, il y a les fonds européens qu'on peut mobiliser. Quels sont les autres financements qui pourraient être mobilisés par les acteurs pour financer ces actions? On tourne beaucoup autour de ces questions financement depuis ce matin. Fonds européens et quelles sont les autres alternatives aux fonds européens? Florian Lebeau, peut-être pour la région, pour commencer? Oui, je veux bien en dire quelques mots. Effectivement, peut-être redire très rapidement sur les fonds européens. M. Burlot l'a rappelé ce matin, il y a un accent particulier qui va être mis sur la programmation post-2020 sur les sujets, sur les enjeux de biodiversité. Donc dans le cadre de dispositifs qui existaient préalablement sur l'appui aux espaces protégés, sur la connaissance, Natura 2000 évidemment, mais également à travers des dispositifs nouveaux, notamment en direction d'opérations pour la renaturation de sites dégradés. Donc voilà, la question porte sur les dispositifs au-delà des fonds européens. Malgré tout, je pense que ce n'est pas quelque chose à éluder tout de suite, et malgré la complexité du sujet, ce sont quand même des montants importants qui seront disponibles pour les acteurs, pour les sujets de la biodiversité à partir de cette génération 2020.
Pour autant, bien sûr, les fonds européens ne sont pas la totalité des financements qui sont disponibles. Et je crois qu'il y a un sujet important à travers les dispositifs qui existent aujourd'hui, que ce soit les fonds de la région, les fonds de l'État, les fonds de l'Office français de la biodiversité ou d'autres acteurs. Eh bien, c'est cet enjeu de coordination qui a aussi été évoqué ce matin, donc avec les fonds qui existent. Par ailleurs, il est toujours intéressant d'essayer de mobiliser des moyens supplémentaires pour la biodiversité. Et le Conseil régional maintient ses financements en faveur de cette politique dédiée au patrimoine naturel, avec même une certaine augmentation sur le budget pour 2021, et puis un certain nombre de dispositifs nouveaux qui sont en réflexion, qui ont aussi été évoqués par le vice-président Burlot ce matin, notamment le 1% pour la biodiversité. Donc effectivement, à partir des opérations d'investissement ou des aides aux investissements que la région Bretagne pourra octroyer, eh bien, l'idée c'est de pouvoir mettre à disposition, soit directement en réinjectant ces fonds dans les projets d'investissement pour développer des actions pour une meilleure prise en compte de la biodiversité, soit bien pour abonder le financement de projets qui seraient développés en Bretagne au bénéfice de la biodiversité. Et puis, comme moyen potentiellement nouveau, il y a également l'idée d'un fonds vert qui a été évoqué ce matin. Donc, un fonds qui permettrait d'agréger à la fois des financements publics et des financements privés. Et là aussi, pour développer des projets nouveaux en faveur de la biodiversité. Donc voilà, je crois qu'il y a à la fois les fonds européens, un maintien, voire une consolidation des moyens classiques aujourd'hui disponibles, et puis quelques initiatives, quelques pistes de réflexion pour essayer malgré tout de développer les moyens disponibles pour les projets pour la biodiversité en Bretagne. Alice Moulin, peut-être pour la DREAL, à quoi on peut penser alors alternative aux fonds européens? Une question. Alors oui, je ne dirais pas alternative, je dirais plutôt complément. Parce qu'effectivement, au niveau des fonds État, on est beaucoup sur du cofinancement, du complément sur les fonds européens. Donc on a un budget spécifique sur la biodiversité en Bretagne, donc qui est entre 3,5 et 4 millions par an au niveau des services de l'État. Donc on ne fonctionne pas par appel à projet, mais on est plus sur des subventions ou du financement de postes de long terme, des actions par exemple comme le financement de l'animation ou des contrats Natura 2000 avec plus de 80 animateurs sur les sites bretons. On a également des actions sur le financement des réserves naturelles existantes et puis travaux sur les projets d'extension qui ont été évoqués ce matin. Des projets en faveur de la trame verte et bleue, des projets associatifs de développement ou d'acquisition, de valorisation de connaissances. Donc tous des projets aussi sur les sites et paysages, le financement des grands sites, des sites classés, sites inscrits. Donc tous ces financements-là viennent soit en financement, je dirais, unique, ou alors en cofinancement dans le cadre d'appels à projets ou du FEADER ou du FEDER. Et en parallèle, on peut également citer donc, le plan de relance qui a été évoqué ce matin par le secrétaire général de la préfecture, donc qui est vraiment là je dirais une opportunité plus ponctuelle dans le cadre de France Relance, avec des budgets spécifiques qui vont sans doute s'articuler aussi autour d'un appel à projet. Donc là, on est vraiment en phase de construction. On attend aussi d'avoir des précisions, mais les montants ont été évoqués ce matin, 250 millions au niveau national et sans doute 9 millions au niveau de la Bretagne. Donc là, c'est vraiment une opportunité très importante sur laquelle on va réfléchir pour voir quelle articulation on peut faire avec les fonds existants et d'autres appels à projets. Du côté de l'OFB, Olivier Musard, j'ajoute que la question nous est aussi posée en lien avec le financement de la coordination et de la mutualisation. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une sorte de fonds commun, nous demande quelqu'un, en tout cas une coordination poussée qui permettrait pour les porteurs de projets peut-être d'y voir plus clair plutôt que de se tourner vers chacune des structures? Effectivement, ce que vous évoquez en utilisant le terme de clarté, en fait, c'est un vrai sujet, puisque aujourd'hui, on a énormément d'appels à projets qui peuvent sortir, être lancés au niveau national ou au niveau régional dans plein de régions en France. Et le principe est de favoriser une bonne appréhension en fait, de ces différents appels à projets
avec plusieurs sujets. Effectivement, en fait, il faut qu'il y ait des candidats à ces appels à projets. Et donc, il y a une certaine ingénierie, une certaine technicité qu'il faut développer. Et je pense que là, l'ABB aura un rôle extrêmement important à jouer pour favoriser justement une possibilité, une capacité à renseigner ces dossiers de candidature, que l'on veut de toute façon de plus en plus simple. Ça, c'est aussi un souhait de la part de l'ensemble des établissements publics, de l'État et des régions lorsqu'on adresse des formulaires pour renseigner donc, son dossier de candidature. L'enjeu aussi, c'est d'éviter en fait, de laisser filer en fait, une sorte de panorama de pistes de recherche de financement en se disant puisque j'ai échoué là, en fait, je vais aller ailleurs. Donc une vraie opportunité, une vraie réflexion et un vrai enjeu pour les financeurs que de s'organiser pour identifier en fait la diversité des propositions de financement qu'ils pourraient offrir, d'une part. D'autre part aussi, cette coordination, elle est un peu cachée, parce que bon, il y a beaucoup de choses qui se font de manière coordonnée, il ne faut pas croire. Elle est un peu cachée dans le sens où, dès lors qu'il y a un appel à projet, on a pour habitude d'avoir un collectif qui se réunit autour de l'évaluation des dossiers sur le fond, sur la forme, et proposer finalement de les retenir ou de ne pas les retenir. Et le point spécifique en ce qui nous concerne, c'est effectivement d'éviter en fait, d'avoir cette course-poursuite au financement en disant là, moi, je l'ai refusé à cet endroit-là, et donc il ne faudrait pas qu'on le récupère à cet endroit-là. Et inversement, effectivement, le projet est plus à sa place dans cet appel à projet, alors que pour nous, initialement, il n'était pas à sa place. Donc ça, c'est vraiment important. Donc ça veut dire que c'est un effort qu'il faut réaliser aussi dans le cadre des règlements et des appels à projets pour constituer finalement un cadre dans lequel les candidats vont pouvoir se positionner. Et enfin, il faut aussi dire que chacune des entités qui se retrouvent autour de la table, et il y en a qui sont passées aujourd'hui, il y en a qui ne sont pas forcément là, en fait, chacun est aussi en lien avec des cadrages liés à des modalités de dépenses, de fonctionnement, de prise de décision. Et en fait, on ne peut pas forcément mettre de l'argent sur la table en disant, voilà, ça, on a 1 million et on va se mettre d'accord. Donc, il y a aussi cette difficulté à prendre en considération le fonctionnement des organismes pour respecter aussi leurs principes constitutifs. Je vous fais remonter une remarque d'un participant, parce que vous parlez d'appel à projet, mais qui nous dit, d'accord, les appels à projet, mais c'est toujours descendant. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi soutenir des projets un peu plus émergents qui naîtraient de coopératives, de collectifs de terrain qui souhaitent réagir à cette remarque? Oui, Alice? Alors, je le disais peut-être, mais un peu rapidement, nous, sur les budgets plutôt État, on ne fonctionne pas par appel à projet. On le fera pour le cas particulièrement de France Relance, mais pour le financement classique, on est effectivement plutôt sur soit de la subvention ou des conventions. Et donc, les services de l'Adréal travaillent vraiment depuis des années avec les différents acteurs du territoire. Et donc, du coup, on est plutôt effectivement éventuellement en réaction auprès de projets qui peuvent nous être remontés et dont on va analyser l'intérêt par rapport aux politiques publiques portées par l'État. Donc effectivement, on a des associations qui viennent nous voir avec des projets. On a tel projet d'acquisition de connaissances sur tel ou tel taxon, tel ou tel groupe d'espèces. Voilà. Et donc là, on va être en réaction en disant oui, ça contribue à l'atteinte des objectifs de la politique publique par rapport à un schéma d'acquisition de la connaissance qui est le socle de cette politique-là. Et donc c'est pour ça qu'il est important aussi qu'on puisse, avec les acteurs que sont la région, l'OFB, partager ces objectifs, écrire des stratégies en Bretagne, quelle stratégie pour l'acquisition de la connaissance, quelle stratégie pour la création des aires protégées, pour que quand on reçoive comme ça des demandes émergentes, des projets, que ce soit universitaires, étudiants ou associatifs ou autres, qu'on puisse pouvoir réagir en disant oui, ça on prend pas, par rapport à la cohérence globale, à la fois d'autres financements et puis de l'atteinte des objectifs de la politique publique portée. Beaucoup de réactions sur un thème, Leïla? Sur un thème, oui, toujours le thème financement, sur la possibilité de mettre en place une simplification des financements, donc des dossiers à monter
pour les porteurs de projets. Sylvie Magnanon, vous avez fait beaucoup d'entretiens et de rencontres pour l'étude Césaire dont on a parlé. Ça, j'imagine que c'est des points dont vous avez entendu parler, demande de simplification. Oui, à chaque fois, faire des papiers, la paperasse, etc., c'est des choses qui reviennent très régulièrement. Donc, dans les sphères des acteurs qu'on connaît bien de la biodiversité, les associations, les structures d'ingénieurs de la biodiversité, en fait, effectivement, il y a un besoin de simplification qui est exprimé très clairement, et aussi la question de l'appel à projet qui pose vraiment question, puisque c'est intéressant pour engager des actions très particulières à court terme, mais la question qui se pose, c'est vraiment le financement sur du long terme. Oui, en fait. Ce qui est la question qui revient beaucoup d'ailleurs sur et en fait, ça, c'est aussi, ça a été, c'est vraiment une conclusion forte de cette étude, c'est que il faut travailler sur la question de la gestion du temps, en fait, avoir une politique des temps, c'est-à-dire à la fois financer des actions de court terme, et là, les appels à projets peuvent être tout à fait pertinents, mais investir sur du long terme et donner de la visibilité sur du long terme aux acteurs de la biodiversité. Ça, c'est important. Et du coup, une fois qu'on a... L'idée, c'est qu'une fois qu'on a cette visibilité pour les acteurs de la biodiversité au sens spécialistes de la biodiversité, ce ne sont pas tous les acteurs de la biodiversité, mais au moins les spécialistes qui vont pouvoir accompagner, qui vont pouvoir conseiller, qui vont pouvoir participer à l'éducation, à l'apprentissage de cette culture de la biodiversité. Une fois qu'il y a cette solidité, cette assise technique et scientifique, quelque part, le financement de la biodiversité, le pari, c'est qu'il peut se faire un peu tout seul, parce que chaque entreprise, chaque personne va elle-même s'approprier et expérimenter et faire des choses en faveur de la biodiversité. Donc voilà, c'est un petit peu complexe, mais en tous les cas, il y a un besoin d'investissement sur du long terme, d'accompagnement à court terme aussi sur des projets, mais tout ne peut pas passer par des projets. Et il faut favoriser aussi les initiatives individuelles qui partent du terrain, comme ça a été dit, quoi. Alors, peut-être un dernier point sur le financement, on prendra notre question, mais donc simplification, financement du long terme, c'est là-dessus que vous voulez réagir, Florian Leveau? Oui, peut-être pour compléter. Alors effectivement, tous les dispositifs ne sont pas organisés dans le cadre d'appel à projet. Il y a quand même un certain nombre de dispositifs qui sont permanents, qui sont récurrents, que ce soit sur la gestion, le financement des espaces naturels. Je pense aux réserves naturelles, aux parcs naturels régionaux, mais également à un certain nombre d'autres dispositifs, alors qui parfois ont été créés dans le cadre de projets plus ponctuels et qui ont pu ensuite s'inscrire dans la durée. Je voudrais évoquer notamment un sujet de connaissance qui est assez fondamental en Bretagne, c'est le développement des observatoires thématiques, alors que ce soit de la flore avec le Conservatoire botanique national, mais également sur la faune en Bretagne. Donc il y a un système d'observatoires thématiques qui, sur les mammifères, sur les oiseaux, sur les poissons migrateurs et puis prochainement sur les amphibiens et reptiles, qui ont été développés dans le cadre de projets ponctuels, qui ont permis ensuite une structuration avec des acteurs associatifs et qui progressivement, en tout cas dans nos budgets, eh bien, deviennent des dispositifs permanents pour pouvoir bien continuer à financer dans la durée des suivis, des inventaires de la faune et de la flore de Bretagne. Donc voilà, on a aussi cette attention et on entend le message des porteurs de projets pour avoir un cadre permanent et sécurisé de financement. Et d'ailleurs, une proposition sur Klaxoon d'organiser une convention citoyenne de la biodiversité régionale. Ce serait l'occasion de parler financement. Des personnes qui nous demandent aussi de ne pas parler que financement, et vous avez bien raison. On a quelques questions sur l'éducation, notamment. Est-ce que tu veux en faire remonter quelques-unes, Leïla ? Oui, alors sur la place accordée aujourd'hui à l'enseignement, dans l'enseignement au niveau de l'école, sur la biodiversité, sur la thématique biodiversité. C'est vrai que précédemment, on a abordé la question des aires éducatives. Est-ce que sur l'éducation à et dans la nature, en lien avec le rectorat, l'éducation nationale, est-ce que vous avez des éléments à apporter ? Oui, Olivier Musard. Oui, merci. Effectivement, David Guilherme a évoqué ce matin la stratégie éducation à l'environnement, développement durable de l'éducation nationale. Donc il y a des
des vrais enjeux de travail et justement qui s'inscrivent dans le long terme, puisque cette démarche d'engagement vers le développement durable est déjà initiée depuis plusieurs années au sein de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, en fait, à travers une nouvelle circulaire qui est sortie fin août, début septembre, l'idée, c'est de renforcer finalement cette question de l'éducation au développement durable en essayant en fait de multiplier au sein d'une même commune des établissements qui s'engagent dans la promotion d'un regard, d'une action en faveur de la biodiversité, donc type AME par exemple, ou ATE, aire terrestre éducative, et faire en sorte qu'au sein d'une même commune, on ait école élémentaire, collège, lycée, qui finalement collectivement finalement offrent la possibilité pour des jeunes de découvrir tout au long de leur parcours scolaire, à différentes étapes de leur âge, de leur parcours scolaire, découvrir en fait l'environnement, la biodiversité, et de pouvoir s'engager sous différentes formes sur ces sujets-là. Donc la question du long terme, la question d'un changement d'optique qui ne soit pas uniquement sur du ponctuel en lien avec une tranche d'âge dite facile, parce que 8-10 ans, voilà, mais bien en fait sur cette progression, sur la citoyenneté du futur. Sylvie Magnanon, la question de l'éducation, elle est abordée dans l'étude du Césaire. Qu'est-ce qui revenait, qu'est-ce qui est ressorti sur ce volet? Deux choses surtout, c'est d'abord sortir dehors, aller voir. Il y a quasiment 2 générations de personnes qui sont coupées de la nature. En fait, l'essentiel de la population urbaine aujourd'hui a peu de souvenirs dans la nature, c'est une réalité. Beaucoup d'enfants aujourd'hui ne sont pas en contact régulier avec la nature, donc ça c'est une première chose. C'est les études qui sont sorties, initiées par le REB en particulier, donc et l'UBAPAR et Bretagne Vivante, sur éduquer à et dans la nature est quelque chose de très important. Donc sortir, faire redonner un contact avec la nature dès le plus jeune âge, mais pas seulement pour les enfants, c'est vrai pour les parents tout au long de la vie. Et l'autre chose, c'est la formation, en fait. C'est vraiment... alors, d'abord, donc, aller dans la nature, faire venir la nature aussi dans les écoles, dans les villes. Il n'y a pas que les espaces protégés, il faut aussi que les gens aient ce contact. Il faut créer une culture de la biodiversité, et la culture de la biodiversité ne peut se faire que par un contact sensible en fait avec la nature. L'autre chose, c'est que l'éducation, elle se fait tout au long de la vie. On y pense souvent dans les écoles, la sphère jeune, mais il y a les aspects de formation, la formation professionnelle. Si on veut accompagner les agriculteurs, les chefs d'entreprises de bâtiments publics, enfin d'entreprises de travaux publics, etc. Enfin, c'est de la formation, et c'est aussi une forme d'éducation quelque part qui est à faire. Voilà. Et là aussi, cette remarque sur le temps court que font remonter certaines personnes, des actions dans l'éducation nationale, oui, mais souvent sur des formats très courts, des petites sorties, et de l'importance d'avoir des propositions plus étalées dans le temps. Florian Lebeau, vous vouliez réagir, je crois? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Sylvie vient d'exprimer sur la dimension finalement très large de l'éducation et de la sensibilisation. Donc c'est fondamental pour les enfants dans le milieu scolaire, mais voilà, elle a très bien rappelé l'importance de vivre aussi cette éducation dans la nature. C'est pour ça qu'il y a eu un programme important qui est développé par les acteurs associatifs sur éduquer à et dans la nature. Et puis dans le champ de l'éducation et de la sensibilisation, je crois qu'on pourrait même l'élargir aux questions de mobilisation des citoyens. Effectivement, l'éducation, c'est tout au long de la vie, c'est pour les enfants, mais aussi pour les adultes, pour les professionnels, et également pour les citoyens qui, dans les territoires, peuvent participer à construire des projets, construire des démarches en faveur de la biodiversité et des transitions environnementales. Et d'ailleurs, c'est dans cet esprit que la région, en lien avec l'ADEME, avec l'Office français de la biodiversité et avec l'Agence de l'eau, a lancé, alors c'est un appel à projet à nouveau, effectivement, mais il est expérimental, pour favoriser et financer la mobilisation des citoyens dans les territoires autour des transitions. Et dans ce cadre-là, les aspects de sensibilisation, d'éducation des différents publics
sont éligibles et peuvent être inscrits, alors pas uniquement dans des programmes éducatifs ou de sensibilisation, mais dans des démarches plus globales, plus transversales en faveur des transitions, en prenant en compte les enjeux de biodiversité, mais aussi de qualité de l'eau, les enjeux climatiques et énergiques, et plus largement de tout le spectre environnemental. Donc, l'alimentation, d'ailleurs, nous indique certaines personnes via Klaxoon. Alice Noulin. Oui, pour compléter ce qui vient d'être dit, et notamment on a parlé tout à l'heure des aires marines éducatives, mais c'est pas le seul angle d'attaque. Comme ça a été évoqué ce matin, on a eu une bonne nouvelle tout récemment de la part du ministère, c'est le financement est pérenne cette fois-ci. Donc la question de la temporalité, là, c'est vraiment, ça va dans le bon sens. On a eu donc du coup l'annonce de financement particulier pour créer des postes d'éducation à l'environnement dans les réserves naturelles nationales, donc qui n'était pas aujourd'hui une mission, je dirais, particulièrement fléchée. Et donc on aura des possibilités de recrutement dans ces réserves, notamment celles qui vont être étendues, mais pas que, pour l'éducation à l'environnement. Ça fera partie des missions, je dirais, de base de la réserve renforcée, et donc avec des objectifs vraiment en termes de différents publics cibles et des indicateurs de suivi et de résultats qui vont être mis en place. Donc les scolaires en feront bien sûr partie, donc avec une offre qui va se développer dans ce sens-là, qui pourra permettre de garantir sans doute aussi plus que des animations ponctuelles, mais également sur tous les types de publics. Donc ça va un peu dans le sens de ce qu'on disait sur l'éducation, mais pas seulement à l'école. Donc ça, voilà, c'est vraiment une très bonne nouvelle qui va on va pouvoir financer des postes dès 2021. On a encore quelques minutes devant nous. Vous pouvez encore nous envoyer des questions en utilisant Klaxoon. Je vous rappelle les 3 thèmes que vous avez jugés prioritaires pour cette séance de questions-réponses. La question des financements, de l'éducation, on vient d'en parler, mais vous pouvez envoyer d'autres questions. Et puis mer et littoral, même un thème un peu plus large, de la terre à la mer, sur lequel on a des questions déjà. Oui, une question sur le sujet. Quand la mer et le littoral seront-ils réellement intégrés dans nos démarches de biodiversité ? Donc, quand et comment intégrer cette dimension-là ? C'est pour vous, Olivier Musard, cette question. Merci. Non, justement, en fait, l'OFB est assez pluriel, puisque c'est un nouvel établissement public qui a été créé au 1er janvier, et donc on est dans une certaine permanence de travaux. D'ailleurs, le goéland qui est là, la mouette qui est là, en fait, en témoigne. Puisque c'est la mascotte de l'ABB, je crois, c'est ça? C'était la mascotte du temps d'un organisme qui a fait l'objet de différentes fusions, et dont le parti pris, c'était de créer justement des aires marines protégées, donc qui était une approche assez précise de la gestion de la mer et du littoral. Ce que je veux dire par là, c'est que au niveau des collègues de Brest, en fait, il y a quelques années de ça, on a déposé un gros dossier LIFE, donc de 8 ans, donc sur la question de la pérennité ou de la durée de mise en exercice. On est passé de 3 ans à 8 ans, avec une approche donc LIFE intégrée, donc on peut aborder vraiment beaucoup de sujets. 8 ans, plusieurs millions d'euros. Et la nécessité de travailler sur différents spectres de la biodiversité, des aires protégées, du littoral, en fait, nous vraiment conditionne en fait ce travail. Donc, parmi les différents sujets qu'on aborde au niveau du LIFE marin et de l'équipe en place, il y a justement le renforcement de la gouvernance, c'est-à-dire comment en fait les acteurs qui sont au sein de comités de pilotage sont remobilisés sur des questions phares qu'ils ont à traiter au sein de leur site Natura 2000, mais aussi par rapport au monde extérieur. Donc il y a un appel à manifestation d'intérêt qui va être lancé l'année prochaine sur cette question, et qui va justement renforcer la mobilisation que Florian abordait tout à l'heure, la mobilisation des acteurs, des décideurs. Ça, c'est un premier point. D'autres points spécifiques comme des actions très ponctuelles. Actuellement, avec le LIFE Mara, c'est pas anecdotique, c'est quand même une logique où on doit travailler sur la mer sur différentes composantes. Et actuellement, il y a un travail pour retirer les épaves qui sont sur les grèves, qui sont sur le bord de mer. Et ce travail d'accompagnement des acteurs pour pouvoir nettoyer en fait ces épaves, pour pouvoir enlever ces épaves et les mettre dans des filières de déconstruction en lien avec de l'éco-contribution, là aussi c'est une approche intégrée et qui
vient en fait proposer en fait différentes réponses à quelque chose qui est pris globalement, mais qu'on aborde voilà, sur un angle, là, aire marine protégée, Natura 2000. Merci Olivier Musard, mer et littoral, de la terre à la mer. Est-ce que vous souhaitez dire quelque chose, Alice Noulin? Oui, moi je trouve que c'est effectivement une très bonne question parce qu'on se rend compte qu'on a des acteurs, on a des dispositifs de financement, on a des problématiques et une gouvernance au sens large qui sont vraiment différentes entre le terrestre et le marin, enfin, avec la question du littoral. Et en termes de politique publique, on est même souvent sur des temporalités différentes, sur un cadre réglementaire qu'on est en permanence en train d'essayer d'articuler. Et on sait qu'on part de loin, même voilà. Souvent, on se dit, mais en fait, on parle de biodiversité là, mais mince, on a oublié le milieu marin, ou ce qu'on dit, ça ne s'applique pas au milieu marin. Et c'est une vraie question, on a encore beaucoup de travail à faire dans ce sens-là. Et cependant, la prise de conscience, je trouve, elle est en train de se faire. Et les acteurs travaillent ensemble. Nous, on travaille avec la préfecture maritime, avec les DIRM au quotidien. Et je trouve que cette question, elle s'illustre par exemple dans le cas des extensions de réserve. Là, sur 3 des 4 extensions de réserve, on va sur l'estran et le marin. Et c'est pas pour rien, notamment si je prends l'exemple de la réserve des 7 îles, on se rend compte qu'en fait, une réserve qui a été créée dans les années 80, on a aujourd'hui des dizaines d'années de recul, mais on se rend compte que en fait, la protection uniquement de la partie émergée de l'iceberg est largement insuffisante. Et même si aujourd'hui on a l'impression d'un relatif équilibre entre les activités et les pressions au sein du territoire, la connaissance scientifique qu'on a pu acquérir sur ces premières décennies d'existence de la réserve nous montre que si on continue comme ça, dans quelques années, on va basculer. Et en fait, la protection du milieu marin et de tous les espèces et habitats marins qui sous-tendent à ce bon fonctionnement de la partie terrestre est nécessaire. Et c'est pour ça qu'on est vraiment sur une extension importante en mer de la réserve pour garantir un bon fonctionnement des écosystèmes à long terme. Donc c'est vraiment des questions qui je trouve, prennent toute leur importance aujourd'hui, mais sur lesquelles on a encore effectivement beaucoup de travail à faire pour mieux articuler tout ça. Florian Lebeau, vous vouliez réagir? Oui, effectivement, il y a une dimension sans doute un peu spécifique du monde marin et puis des acteurs de l'environnement marin. Alors, sur l'Agence bretonne de la biodiversité, très clairement, elle a été positionnée comme une structure et une démarche qui doit permettre de traiter des 3 dimensions de la biodiversité, terrestre, aquatique et marine. Donc voilà, ça restera évidemment un sujet fort pour le développement des missions de cette agence et d'essayer aussi d'appuyer ces relations, les ponts entre ces trois dimensions. Alors dans le cadre des dispositifs, des politiques publiques, malgré la spécificité de ces dimensions, quand on parle de la qualité de l'eau, quand on parle de la question de la gestion des déchets, quand on parle d'un certain nombre de zones ou de sites littoraux, on parle également de cette interrelation entre la terre et la mer et l'impact également qu'il peut y avoir sur le milieu marin, des activités, des actions qui sont développées sur le milieu terrestre en amont. Et de ce point de vue-là, les parcs naturels régionaux, notamment, que ce soit l'Armorique, mais de façon développée également, le parc du golfe du Morbihan travaille sur ces sujets et essaye de développer des initiatives et de favoriser la sensibilisation sur ces questions d'environnement marin et de relations entre le terrestre et le littoral. Je pourrais enfin citer le projet de parc naturel régional Vallée de la Rance Côte d'Emeraude, qui lui aussi, dans ses actions de préfiguration, essaie de sensibiliser à ce lien en disant la mer commence ici, c'est-à-dire en amont, dans les terres, et d'inciter les citoyens à avoir plus d'attention à la gestion de l'environnement terrestre du point de vue des impacts ensuite qu'il peut y avoir en aval sur le milieu marin. Olivier Musard, dernière intervention très courte parce qu'on est un petit peu en retard. Juste pour dire que si on veut dézoomer, il y a un travail qui est coordonné aussi par les préfets et avec différentes instances dans le cadre de la directive 4 stratégie milieu marin qui essaye d'organiser une vision globale de l'espace maritime, donc pour nous, façade Manche-Mer du Nord Atlantique, et qui permet, à travers un document stratégique de façade, en fait, de décliner
des zones de vocation spécifiques, des aires de vocation, des programmes d'action dédiés, tout ça pour atteindre des objectifs environnementaux. Et là, on est sur une approche de directive, donc avec des cycles, et c'est une réponse sur l'approche intégrée de la gestion de la mer et du littoral. Merci beaucoup, avocate. Merci à toi, Leïla.